Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Shot, la version courte du Saloon, pour parler d'un film qu'on aura attendu longtemps, qu'on pensait même à force ne jamais voir. En bref, l'Arlésienne qui se sera tellement fait désirer qu'aujourd'hui elle n'intéresse plus personne. Je veux bien sûr parler des Nouveaux Mutants, dernier film de la saga X-Men. Et pour en discuter, j'accueille Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Thibaut. Alors Alex, ce film, c'est un peu toute une épopée tragicomique parce qu'au départ, le film était quand même censé sortir en salle en avril 2018, donc même avant Dark Phoenix, le dernier opus de la franchise auquel on a eu droit l'an dernier. Je t'avais dit, ça fait 2 ans et demi, quoi. Qu'on aurait dû le voir. Les premières images sont quand même tombées en 2017, donc Dieu sait qu'on l'aura attendu ce film, mais il a été repoussé un nombre incalculable de fois pour des reshoots parce que Disney était en train de racheter la Fox qui produisait le film, et évidemment en dernier à cause du coronavirus. Et finalement, il débarque aujourd'hui face à Tenet, donc pas une mince affaire. Alors attendu, il faut quand même spécifier que nous on l'attendait, oui, voilà. Parce qu'on aime beaucoup la franchise X-Men et qu'on avait forcément envie de voir ce qu'il voulait raconter par là avec ce nouveau film, qui propose des choses nouvelles, on va en discuter. Mais par contre, je pense que le grand public s'en tape complètement. C'est ça, parce qu'il sort face au gros blockbuster qui est censé sauver les salles de cinéma. Donc effectivement, globalement, on peut le constater. Enfin, on l'a constaté d'ailleurs ensemble en allant le voir quelques jours après la sortie du film, même le lendemain. Si je me trompe pas, il y avait personne dans la salle. Donc il sort dans une indifférence assez terrible. Mais justement, on avait quand Disney s'en branle aussi, quoi. Disney s'en branle. Ça fait 2 ans qu'il est dans les tiroirs. Ils ont attendu un moment. Finalement, ils le balancent face au plus gros blockbuster vraisemblablement de la saison, voire de l'année. Ça en dit long, quoi, sur l'attachement du studio pour cette saga, quoi. Et puis c'était déjà entamé avec Dark Phoenix, où on voyait qu'il y avait plus personne derrière, quoi, qu'on n'avait plus rien à faire. Disney attend plus qu'une chose, c'est de boucler cette boucle-là de la franchise pour pouvoir intégrer les X-Men aux Avengers. Exact. Mais justement, on a quand même envie de parler de ces Nouveaux Mutants parce que, comme tu le dis, toi comme moi, on est quand même attaché à cette franchise X-Men à la base. Complètement. Et puis moi, c'est vraiment déjà en tant que cinéphile, en tant qu'enfant, puis qu'adolescent, c'est vraiment une saga avec laquelle j'ai grandi, quoi. Au début des années 2000, avec X-Men 1, X-Men 2 surtout aussi, qui m'avait énormément marqué. Ça m'avait marqué déjà parce que j'aimais beaucoup les X-Men de base, que ce soit les comics ou les dessins animés ou autres. C'était vraiment quelque chose avec des personnages avec lesquels j'avais grandi. J'aime, je trouve, l'infinie possibilité d'exploitation de super pouvoirs, parce qu'avec des X-Men, justement, on n'a pas un super-héros, mais on a plein de héros potentiels avec des pouvoirs différents à chaque fois, justement, et puis des personnages forts et clés, notamment en tête Wolverine, Jean Grey, Magneto, Charles Xavier, etc., etc. Et au tout début de cette franchise, il y avait justement un auteur derrière. Il y avait Bryan Singer qui avait vraiment quelque chose à raconter derrière cette saga, avec les 2 premiers. Ça se cassera la gueule après avec le 3e, mais qui, moi, m'avait vraiment parlé, où je sentais qu'il avait quelque chose à raconter avec ces personnages, en fait. Qui ont aussi participé, ces 2 premiers films, avec les Spider-Man de Sam Raimi et les Blade, les 2 premiers Blade aussi, à lancer vraiment au début des années 2000 la vague de films de super-héros. Ouais, et de Marvel aussi, à l'époque où justement ces films Marvel qui étaient détenus par la Fox pour les X-Men, il y avait vraiment une direction, quoi. Vraiment une direction qui était prise. Alors au début, ce but de faire cette trilogie, alors qui finalement se cassera un peu la figure avec le 3e, l'affrontement final. Oblige. Exactement, complètement naze, quoi. Mais ensuite, il y aura bien entendu les 3 Wolverine aussi. Et puis, le reboot de cette saga qui fonctionnera aussi, pour moi, qui a fonctionné, parce que déjà, Matthew Vaughn qui reprend les rênes au tout début avec X-Men, le commencement, il y a un nouveau casting, il y a de la fraîcheur, de la jeunesse. On veut vraiment se centrer sur les relations entre Charles Xavier et Magneto, entre justement cette possibilité d'un côté de croire en la cohabitation entre les humains et les mutants, et de l'autre cette volonté de faire des mutants la race supérieure, suprême, et puis d'éradiquer l'humanité toute pourrie. Donc il y a tout ça en fait qui habite la saga, qui m'a beaucoup plu, et cette saga rebootée qui a donné lieu
avec X-Men le commencement, ensuite X-Men Days of Future Past ou Apocalypse, où Bryan Singer est revenu aussi, et puis là c'est un petit peu surpassé aussi en termes de mise en scène et autres, et pour finir malheureusement sur ce Dark Phoenix qui voulait raconter la genèse de Jean Grey, ce personnage mentaliste justement. On voulait refaire le 3e film. Ouais, c'est exactement, et qui était complètement raté, mais vraiment ça faisait pitié en fait, ça faisait pitié, peine à voir. Et c'était très très dommage justement de finir la saga sur cette note-là, quoi. J'étais vraiment dépité. Je me disais bon bah il y a plus rien à faire avec cette saga, il y a plus rien à le studio n'en a plus rien à foutre des X-Men. On va enterrer cette saga. C'était vraiment sinistre. Ouais. Sinistre avec Dark Phoenix. Et donc là enfin ces nouveaux mutants comme tu le disais, qui justement éveillent notre curiosité parce que on se dit, il a été prévu avant Dark Phoenix, donc avant l'effondrement total de cette saga. Et ça reste justement quelque chose de... Il y a de la mélancolie à aller voir ces nouveaux mutants, il y a une forme de nostalgie aussi. Il y a vraiment quelque chose de ça, quoi, pour le fan en fait de cette saga, de se dire, enfin, on va voir ce film-là, on sent que ça va pas être terrible, parce que voilà, les lancements... Ça fait 2 ans qu'il traîne dans les tiroirs, il a été rebidouillé de tous les côtés. Exactement, les lancements donnaient pas très envie, il faut le dire. Il y avait des images un peu intrigantes. En tout cas, moi j'ai été très très sceptique sur le film, et puis il y avait ce côté balancez-le nous, qu'on le voit une fois pour toutes ce truc, et puis qu'on comprenne bel et bien que cette saga n'aura plus lieu d'être avant justement d'intégrer potentiellement les X-Men aux Avengers et autres avec Marvel Studios. Mais c'est ça qui est, je trouve, d'autant plus triste dans le destin de ce film, c'est que justement ces nouveaux mutants, c'était censé relancer la franchise X-Men avant le rachat évidemment de la Fox par Disney. Ça devait marquer le début d'une nouvelle trilogie dans l'idée, qui proposerait quelque chose de différent et qui ouvrirait une nouvelle voie avec des nouveaux personnages, et on sent quand même cette volonté-là dans le film. Alors on la sent d'autant plus que la direction qui est prise, c'est vraiment de faire un film adolescent en fait, et de vraiment se focaliser justement sur des mutants adolescents, parce qu'il faut savoir que les personnages X-Men qu'on a souvent suivis, même s'il est question d'une école qui forme justement des jeunes mutants qui découvrent leur pouvoir, etc., les films X-Men en tout cas ne s'étaient jamais vraiment focalisés sur ces jeunes-là, et se focaliser plutôt sur les personnages adultes, avec aussi Scott, Tornade, etc. Enfin, tous ces personnages. Le personnage central, ça restait quand même Wolverine. Dans le premier, absolument. On avait évidemment Malicia qui incarnait un petit peu cette facette adolescente, mais c'était très rapidement survolé. Absolument, et très rapidement focalisé et sur Wolverine et sur tous les autres personnages que j'ai mentionnés. Donc là, enfin, effectivement, nous raconter que vivent ces adolescents. Alors on sort du manoir du professeur Xavier, on n'est pas là-dedans en fait. C'est des nouveaux mutants, ça veut dire que les X-Men existent, ils en ont entendu parler, etc. Et il y a des années qui ont passé. Et là on se retrouve avec la relève, si j'ai envie de dire. On a 5 nouveaux adolescents qui se découvrent, qui découvrent qu'ils sont des mutants et donc qu'ils ont des pouvoirs. Voilà. Et qui se retrouve en fait pour l'histoire que raconte le film, dans un manoir contrôlé par une certaine doctoresse, Dr Reyes, qui va suivre justement l'évolution de ces jeunes-là et l'évolution de leur pouvoir, parce que petit à petit leurs pouvoirs vont se déclarer, puis s'affirmer, puis évoluer, puis ensuite être contrôlés. Donc elle a un peu cette volonté-là. On comprend pas bien, le film est un peu nébuleux là-dessus, on comprend pas bien la volonté en fait de créer ce manoir-là, à part qu'il y aurait potentiellement une organisation secrète qui contrôlerait en fait ces mutants et qui voudrait justement en faire des armes pour le futur. Donc à savoir que tout est balisé, que les mutants ne peuvent pas en sortir. Donc on va se retrouver un peu là-dedans, avec cette volonté de nous raconter justement d'un point de vue adolescent en fait, ce que peuvent vivre ces jeunes mutants. Donc là, l'analogie avec justement la puberté, l'adolescence, la découverte de son corps, de sa sexualité, de sa transformation physique et autres, elle est au cœur en fait même du récit. Tout ça, c'est très intéressant, sur le papier en tout cas. Et le film réussit quand même, dans une certaine mesure, à nous exprimer ça et à réussir son orientation justement vers ce film adolescent. C'est quand même un des films de la franchise où on illustre le plus frontalement cette thématique. Absolument. Justement de la mutation, c'est la différence, c'est la découverte du corps. C'est quand même le premier film de la saga où on a vraiment une romance lesbienne. Ouais. L'homosexualité qui a été évoquée par Bryan Singer. Qui était survolée évidemment dans les premiers films, mais là on a vraiment ça, et d'ailleurs je trouve que ça fonctionne pas si mal, cette romance.
sens. Tous les mutants justement sont issus pour la plupart justement de minorités. Enfin, on a l'héroïne qui est justement une Cheyenne qui vit dans une réserve au départ et qui finit par être récupérée. On a une fille soviétique, un gars latino, une autre fille écossaise. Enfin voilà, on a vraiment cette texan, idée. Un bouseux. Voilà, on a vraiment cette idée de représenter la différence, en tout cas ce qui s'oppose à la norme telle qu'on la conçoit. Ouais. Et la diversité de l'Amérique aussi. Et donc dans les pouvoirs, alors on va retrouver justement certains pouvoirs, c'est aussi ça l'attrait justement du film. Et en même temps, c'est là où il pêche un peu, c'est-à-dire que à part le personnage central de l'héroïne, qui donc la Cheyenne dont tu as parlé, qui arrive dans ce manoir en fait, qui est déposé là et qui va découvrir les quatre autres ils sont 5, merci, les quatre autres adolescents qui vivaient déjà là avant elle. Elle va découvrir leur pouvoir et nous aussi. Et puis elle, l'héroïne, ne connaît pas encore son pouvoir. Elle est là, on sait qu'elle a le gène mutant justement, le gène X, mais on ne sait pas encore comment il va se déclarer. Et tout l'intérêt du film, c'est ça, c'est de patienter avant que ce pouvoir se révèle. Ça, c'est assez bien géré. Je vais pas détailler là-dessus parce que j'ai pas envie de révéler vraiment justement le nœud de l'intrigue, mais c'est assez bien fait. Cette évolution justement jusqu'à ce que le pouvoir de l'héroïne se déclenche, c'est pas mal. Et puis dans la gestion aussi des différents pouvoirs qui eux aussi vont se révéler petit à petit au fur et à mesure que les personnages se révèlent eux-mêmes, révèlent leur identité, leurs failles, leur background, leur parcours, leur histoire, leurs drames familiaux, etc., etc. Par contre, dans les pouvoirs, bon, on retrouve une est-ce qu'on les dit d'ailleurs, les pouvoirs On ou va pas les dire parce qu'on les voit dans la bande-annonce. On les voit tous dans la bande-annonce. Puis d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que dans ces dernières semaines, justement, la promo a pas mal balancé de spots publicitaires et notamment des vidéos qui présentaient les personnages. Donc, je pense pas que c'est un spoil. Ouais. Bon, si vous voulez pas savoir, vous quittez cette émission, vous revenez plus tard. Voilà. Mais on a effectivement du assez classique, de la torche humaine, quelqu'un qui peut aller très très vite. Enfin, il y a des pouvoirs assez classiques. Une force énergique. Si ce n'est un personnage qui se détache quand même du lot, et je crois que tu partages mon avis, qui est le personnage d'Iliana Rasputin, qui est incarné par Anya Taylor-Joy, donc l'héroïne de Split. Tout à fait. Alors elle, déjà, elle est excellente. Comme franchement... il y a un chouette casting. On a aussi Maisie Williams, donc la Arya Stark de Game of Thrones qu'on trouve ici. Ils sont allés chercher, comment il s'appelle, Charlie Heaton, je crois, de Stranger Things. Ouais, lui, donc, il est OK. Par contre, le latino, c'est plus compliqué. Oui, alors lui, il est un peu moins bon, effectivement. Mais on va un peu piocher dans des stars adolescentes qui sont assez convaincantes, finalement. Et heureusement qu'elle est là, cette Iliana, parce que justement, comme tu dis, les pouvoirs qui se révèlent sont un petit peu décevants, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, justement, dans les X-Men, dans les Marvel, dans les 4 Fantastiques. Basiquement, c'est un loup-garou. Ouais, voilà. Donc, ce genre de choses. Mais alors, Iliana, elle, son pouvoir, c'est qu'elle a un bras qui se transforme, qui devient un bras de fer, où elle maîtrise une espèce d'épée qui va s'enflammer, et puis elle aussi va s'inventer un espèce de monde proche, justement, du manga, un monde qu'elle appelle les limbes, ses propres limbes, qui est un monde refuge qu'elle a créé, et qu'elle arrive à maîtriser, et où là, on retrouve l'univers déjà qui pioche aussi dans la culture japonaise et du manga, et qui pioche notamment dans la culture aussi du fantastique et du comics. Ouais, parce qu'elle a aussi cette relation avec, en théorie, son ami imaginaire qui est une petite peluche de dragon qui prend vie justement dans son univers fantastique. Donc là, on a quelque chose d'assez chouette visuellement aussi. C'est super. Et puis tout le background aussi de ce personnage est très réussi, avec justement des espèces d'hommes sourires, comme elle les appelle, voilà, avec des doigts crochus, des dents crochues, et puis des visages assez terrifiants qui, on le comprend, sont une analogie pour nous faire comprendre que cette fille-là a été séquestrée et violée par je sais plus combien d'hommes, mais 6 ou 7, quelque chose comme ça. Et tout ça, en fait, c'est très intéressant. Le reste l'est un petit peu moins, et puis là où pêche le film, on y vient justement, j'ai abordé l'intérêt pour rajouter peut-être, on rajoute quand même avant de passer aux défauts du film et au fait que je sois un peu tiède au final sur le film. L'autre intérêt, c'est aussi l'aspect horrifique en fait. Oui, justement, par rapport à justement ces traumas qui prennent vie visuellement, là on lorgne clairement du côté du film d'horreur. Exactement, parce que effectivement, et puis c'est aussi un nœud central dans l'intrigue, qui servira justement à accompagner tout l'enjeu principal
du film. Ce jeu sur justement les peurs, etc. Les peurs notamment adolescentes et enfantines qui ressurgissent justement à l'adolescence. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Et notamment visuellement, pareil, où il y a des choses justement où on va nous explorer l'effroi en fait avec les X-Men. Tout ça, c'est pas mal. Le gros problème du film, c'est que il est d'une platitude vraiment mais assommante. C'est-à-dire que c'est un film qui est écrit et shooté comme une série télé, comme une série Netflix, quoi. C'est-à-dire sans âme, sans vision, avec uniquement des dialogues et des chants contre chants. On s'emmerde très rapidement, même si au niveau de l'écriture et de la progression de la narration, on est quand même dans quelque chose qui reste plutôt correct, qui s'écarte pas trop et puis qui reste un peu droit dans ses bottes, on va dire, dans ce qu'il a à raconter sur ses personnages. Mais je veux dire, c'est d'une platitude dans l'exécution et aussi c'est d'un déprimant ce film parce que ça exagère à fond justement les failles en fait de ces personnages. La manière de les faire exister et de les présenter à l'écran, à chaque fois on va nous montrer le drame vécu par tel ou tel personnage. Et chaque personnage va être présenté comme ça. Ah, moi j'ai perdu mon père. Ah, moi je me suis fait violer. Ah, moi j'ai été rejeté et martyrisé par l'église, par mon prêtre, ou ce genre de choses. Et en fait, ça devient mais d'un larmoyant et surtout d'un déprimant parce qu'il faut se rendre compte qu'on est dans un huis clos aussi avec des personnages où on a 6 personnages en tout parce que les 5 gamins et la doctoresse qui les contrôle. Et on va se retrouver dans un truc vraiment, mais d'un vide, d'un noir, d'un déprimant. Et aussi assez artificiel par rapport à justement cette présentation des traumas de chaque personnage, parce que comme tu le disais, il y a cette héroïne qui est la jeune fille Cheyenne qui débarque dans ce manoir, mais les autres ados sont déjà là, ils sont censés déjà être là depuis un moment, et donc ils sont censés déjà se connaître. Ouais. Et en fait, on va assister tout d'un coup à plusieurs scènes où ils ont l'air de se présenter l'un à l'autre, où ils se demandent, alors toi, c'est quoi ton histoire ? Et du coup, ça marche pas très très bien. Ouais, absolument. Et tout ce côté déprimant et justement est renforcé par l'ennui qui s'installe progressivement dans le film avant un final qui est plutôt louable, je trouve, et puis aussi en termes visuels, qui a deux, trois idées justement dans l'utilisation des effets spéciaux ou des justement pouvoirs. Des belles idées fantastiques aussi pour l'aspect horrifique. Exactement. Donc il y a aussi on sent quand même derrière, même si c'est dénué de tout angle, de toute vision de cinéaste ou d'auteur ou autre, il y a quand même une forme d'honnêteté, c'est-à-dire dans le traitement justement horrifique et fantastique, où le film ne va pas être cynique en fait comme la plupart des films de super-héros et va justement croire en fait en son univers fantastique et va aller plus ou moins au bout de son idée, même si ça reste pas transcendant et que comme je l'ai dit, ça reste d'un quelconque vraiment en termes de réalisation de mise en scène. Mais ça reste assez louable dans l'idée. Effectivement honnête, parce que pour resituer derrière ces nouveaux mutants, on a Josh Boone, qui est à l'origine le réalisateur de The Fault in Our Stars, donc Nos étoiles contraires, donc le young adult qui avait enflammé la toile il y a quelques années, et c'est un projet perso de sa part, c'est-à-dire qu'il a lui-même écrit un traitement avec son ami Nate Lee, qu'il est venu proposer à Simon Kinberg, donc le producteur officiel de la franchise et le réalisateur du sinistre Dark Phoenix. Mais donc c'est lui qui est venu amener cette idée d'adapter les Nouveaux Mutants avec ce projet. Donc c'est vraiment son idée, mais c'est clair que voilà, c'était l'intérêt de la saga jusqu'à maintenant quand même, c'est qu'on a eu des cinéastes comme tu le disais, Bryan Singer, Matthew Vaughn, James Mangold aussi, donc des gens qui ont une personnalité, qui ont une patte visuelle quand même. Et effectivement, c'est pas tellement le cas ici, et on sent aussi d'un autre côté que le projet a aussi pas mal changé d'approche et a été rebidouillé un peu dans tous les sens. Il y a des plans dans les premières bandes annonces, il y a des plans, notamment les visages qui sortent des murs, qui ne figurent pas dans le film. Donc voilà, on sent quand même que c'est un projet qui a été un petit peu maltraité. Ouais, alors jusqu'à sa sortie. Maltraité, c'est clair, mais tu fais bien de le noter, qui a quand même été défendu à la base. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent que derrière, il y a des gens qui ont vraiment cru en ce projet en fait, et qui ont eu envie de raconter quelque chose, même si ça reste générique
dans son approche et dans son exécution, ça reste justement avec une vraie idée défendue. Contrairement à ce qu'on pourrait retrouver notamment chez Marvel Studios, où en plus du cachet visuel absolument générique et de l'exécution qui ressemble à tous les autres films, sont des films de commande, de producteurs qui sont là pour faire du fast-food à la chaîne en fait. Ce qui n'est pas le cas justement de ce film-là. Et qui mérite du coup, pour terminer, le coup d'œil quand même, parce qu'on pouvait s'attendre, on a lu d'ailleurs un petit peu partout dans la presse que c'était une catastrophe, etc. Donc moi j'ai eu très très peur, je me suis dit après Dark Phoenix, est-ce que vraiment ils vont arriver à faire pire ? Et finalement non. Et oublions ce Dark Phoenix et allez, finissons cette saga X-Men sur ces nouveaux mutants, et puis bon, ça sera à peu près correct quoi. Donc si vous êtes fan comme nous de la saga, je pense quand même que c'est un film qui mérite une vision en tout cas. Ouais. Et si le traitement vous intéresse, moi je vous encourage à voir la série Legion, qui est aussi une série dérivée de la saga X-Men et qui explore aussi dans un asile avec une approche horrifique et des visions cauchemardesques, voire carrément psychédéliques, et une approche vraiment psychologique des pouvoirs. C'est vraiment la version beaucoup plus aboutie de ce concept-là. Mais c'est clair que, comme tu le dis, ça nous soigne quand même un peu du sinistre Dark Phoenix. Et on l'aura enfin vu, on l'aura enfin vu. Alors malheureusement, voilà. Maintenant la franchise est revenue dans les mains de Marvel et Disney. Ils vont rebooter tout ça pour intégrer les X-Men aux Avengers. Donc la trilogie Nouveaux Mutants est un peu tuée dans l'œuf. Ouais. Ça restera un one-shot, mais c'est clair qu'effectivement, si la saga X-Men doit s'arrêter là-dessus, c'est quand même un peu moins déprimant que de terminer sur Dark Phoenix. Absolument. Voilà, vous l'aurez donc compris, la saga X-Men est morte. Vive la saga X-Men. Ouais, joli. Merci Alexandre d'être venu honorer sa mémoire dans le Saloon. Merci à toi Thibaut. Et vraiment, cette saga vaut le coup d'œil. Je ne sais pas à quel point vous qui nous écoutez, vous l'avez vu, mais moi, je vous conseille de tout voir sauf Dark Phoenix, on va dire. Parce que, mais faisons ça, voilà. Non, donnez quand même une chance à ces nouveaux mutants. Exact. Les pauvres. Très bien. Sur ce, on se retrouve donc tout bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify et Apple Podcast. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao, ciao.